Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire aujourd'hui sur le RSCDE que je vais communément probablement appeler Shred aussi. Fait que si jamais vous comprenez pas les acronymes qu'on utilise, Shred, RSDE, c'est le terme anglais, puis à l'interne on l'utilise beaucoup comme ça. Je suis accompagné de Antoine et Charles, nos deux spécialistes Shred à l'interne. Donc aujourd'hui, on a un webinaire assez chargé. On va vous parler spécifiquement du RSCDE pour vous donner un peu de visibilité sur c'est quoi les nouveautés, c'est quoi ce programme-là, c'est quoi ce crédit d'impôt-là. Je pense qu'en général, on parle beaucoup de subventions, puis on en mange des subventions, mais on mange aussi des crédits d'impôt, puis des prêts sans intérêt, qui je pense qui sont très, très intéressants. Donc, notre ordre du jour aujourd'hui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est quand même environ 500 aujourd'hui, expliquer brièvement c'est quoi, c'est qui Hello Darwin, puis qu'est-ce qu'on mange en hiver. C'est quoi le crédit d'impôt RSDE? On va vous donner des exemples concrets parce que du RSCDE, c'est de l'innovation. Fait que c'est souvent des choses que les gens n'ont jamais fait, qu'ils vont mettre en place dans leur entreprise. Donc, on va essayer de vous donner un petit peu plus de visibilité là-dessus sur c'est quoi, à quoi ça peut ressembler. On va vous expliquer les nouveautés, parce que les nouveautés cette année, ça a changé un petit peu. Comment qu'on peut combiner subventions, prêts, crédits d'impôt, tout ça. On essaie de les stacker le plus possible pour que vos coûts d'investissement soient le plus bas possible puis que vous ayez à sortir le moins d'argent possible. Puis ensuite de ça, comment Hello Darwin, on peut vous aider là-dedans dans le stacking. Donc, on est qui? Rapidement, nous, on est une équipe là, d'une soixantaine de personnes à l'interne qui travaillent sur trouver des subventions, trouver des crédits d'impôt, trouver des prêts sans intérêt pour les entreprises. Puis on va faire ça normalement en accompagnement continu. Fait que nous, c'est pas un one-time thing. On va vous aider pendant l'année sur tous vos projets, tous vos investissements, tous vos CAPEX, que ce soit du développement durable, la transformation numérique, la commercialisation. J'en oublie beaucoup, mais c'est vraiment comme on essaie d'être le département de subvention de votre entreprise. Vous avez un account manager qui gère vos projets pour vous, qui va l'envoyer à nos analystes qui vont, eux, faire la rédaction de vos subventions, de vos crédits d'impôt, puis de vos prêts sans intérêt. Donc, sans plus tarder, ce que je ferai, c'est que je vais passer la parole à Antoine. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose dans la présentation, messieurs. Je pense pas. C'est clair. Cool. Fait Antoine va nous expliquer un petit peu plus en profondeur c'est quoi le crédit d'impôt RSDE. Je te passe le clicker. Super, merci. Tu as maintenant le contrôle de la présentation. Ah, une petite chose que j'oublie par contre avant qu'on commence. Les questions sont vraiment, vraiment bienvenues. On en veut, puis on va arrêter la présentation pendant les questions pour que ce soit peut-être une genre de discussion avec vous aussi au travail, à la maison. Donc, envoyez ça dans le Q&A, s'il vous plaît, du Zoom, et non le chat. Le chat, on n'y répond pas. C'est vraiment le Q&A. On va filtrer les questions, on va répondre en live, on va vous répondre aussi pendant le Zoom par écrit. C'est moi qui gère ça. Je vais diriger vos questions à Charles et à Antoine. S'ils sont trop techniques, c'est sûr que comme peut-être on peut prendre un moment ensemble pour en discuter en long et en large, parce que le Shred... RSDE, pardon, c'est vraiment compliqué. Mais vas-y, Antoine, la parole est à toi. Merci beaucoup, c'est une super introduction et j'ai beaucoup aimé ta définition de l'innovation. C'est qu'est-ce qu'on n'a jamais fait. Il y a beaucoup de définitions, le Larousse, le manuel d'Oslo, de l'OCDE, qui au final reprennent ces mots exactement. L'innovation, de manière générale, ça va désigner tout ce qui va être création, adaptation, amélioration d'un produit ou d'un processus. Ça veut dire que ce soit parfaitement nouveau ou que ce soit quelque chose qui existe, qu'on va améliorer de telle manière que ça va répondre à un problème auquel ça ne répondait pas avant. C'est un petit peu tout ça, ce qu'on appelle l'innovation. Pourquoi c'est important cette définition de base? Tout simplement parce que le crédit d'impôt au RSDE vient couvrir ces dépenses qui sont liées à l'innovation. Et le nom complet du RSDE, parce qu'on parle toujours en acronyme, le nom complet, c'est bien les encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental. Vous avez deux phases, la science et le développement plus concret, on va dire, de tous les jours. Ça décrit bien l'innovation, ça décrit bien le RSDE. Maintenant, la question, c'est de savoir à quel niveau est-ce qu'on peut parler d'innovation. Est-ce que tout est RSDE? Est-ce que tout est innovation? Il y a beaucoup de mythes qui tournent autour de ce qui va être éligible ou pas. Ça prend un laboratoire, par exemple, ça on l'entend énormément. C'est pas vrai. Ça prend des gens qui vont passer du temps à essayer de résoudre un problème. Qu'on y arrive ou pas. Ça peut être en interne, ça peut être sur un bureau avec un seul ordinateur.
Effectivement, avec un laboratoire, c'est un petit peu plus simple. À faire passer, là. Exactement, à expliquer, à imaginer, mais vraiment, ça peut prendre toutes les formes. L'autre mythe qu'on voit, c'est juste pour les grandes entreprises, moi je ne suis pas éligible. J'ai énormément de conversations avec des startups, qui sont au niveau incubateur, hein, qui vont dépenser énormément de leurs ressources financières et de temps, qui sont liées au final, dans l'innovation et qui peuvent aller réclamer ce fameux crédit d'impôt. Exact. En fait, souvent, les startups ont accès à des meilleurs taux que les grandes entreprises. On va le voir tout à l'heure, mais le taux des shreds va dévaluer, en fait, plus l'entreprise est grande, puis plus le capital imposable est important. Exactement. Donc ça, voilà, c'est pour toutes les entreprises de toutes les tailles. Mon comptable s'en occupe, ce qui est tout à fait correct. À partir d'un certain montant de dépenses, d'un certain temps passé sur votre RSDE, eh ben, il va peut-être falloir switcher, passer du comptable qui s'occupe des taxes et qui connaît très bien les taxes, à quelqu'un qui va connaître très bien l'innovation et les taxes. Parce que le RSDE, c'est un langage spécifique. C'est-à-dire que si on décide de transmettre une demande juste à l'écrit ou même juste par ChatGPT, elle va pas être optimisée. On va pas aller chercher le maximum de ce qu'on peut aller chercher dans le cadre du RS2. Et vous allez voir que les règles changent, les définitions varient, il y a beaucoup d'interprétations aussi à défendre. Ça va faire partie de tout ce concept d'audit. Il faut aussi potentiellement falloir le défendre, justement. Exactement. Ouais. Donc tout le process, on repassera l'audit, la soumission, ça fait partie de ça. Exact. En général, les gens qui travaillent sur les RSDE, c'est plus des profils d'ingénieurs, des fiscalistes plutôt qu'un comptable, un CPA, là, pur et dur. Exactement. Je vois une petite question que je vais répondre tout de suite. Là. Donc, oui, on va partager beaucoup d'informations, puis on va partager les slides à la fin de la rencontre, c'est sûr. Puis tout ce qu'on vous dit aujourd'hui va être retransmis là, par courriel par la suite. Donc, vous allez y avoir accès. Là. Et le dernier point qui est important et qui est valable que ce soit pour les subventions, les crédits d'impôt ou les contributions remboursables sans intérêt, c'est risqué. Oui et non. C'est risqué. Il y a toujours un degré de risque en fonction de la candidature qu'on va soumettre. Est-ce qu'on est en mesure de vraiment défendre ce qu'on propose dans le cadre d'une candidature, dans le cadre d'un crédit d'impôt? Si oui, dans ce cas-là, c'est pas risqué du tout. Le crédit d'impôt comparé aux subventions, c'est inscrit dans la loi. Ce qui fait que c'est pas compétitif, ce qui fait que c'est dû. Donc, je dirais même c'est moins risqué qu'une subvention à partir du moment où on sait ce qu'on fait. Quoi. Exact, parce qu'une subvention, on se bat contre les autres dossiers. On est plus sur un mode concours presque pour déterminer qui fait la meilleure application, mérite le plus la subvention. Le crédit d'impôt, c'est vraiment un droit. Tant qu'on correspond aux activités qui sont admissibles, c'est acquis pour l'entreprise. Puis ça m'amène à une question que Manon a, qui est comme quel est votre taux de réussite? Un bon dossier, c'est je vais pas dire 100%, je vais dire 99%, mais c'est accepté en soi. Ça peut être réduit un petit peu, justement, quand on va devoir défendre la cause ou durant l'audit, mais en général, ça va tout le temps passer, ce qui est pas tout le temps le cas des subventions. Exact. Ce qui est vraiment bien des crédits d'impôt RSDE, justement. On va expliquer le processus plus tard, mais de toute façon, on analyse les dossiers avant d'appliquer, donc on est certain qu'on ne prend pas un dossier ou des candidatures qui ne sont pas éligibles au RSDE. C'est ce qu'on appelle être bilingue RSDE. Hein. C'est l'idée, c'est pouvoir faire le tri entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et en parlant de ce qui fonctionne, ça c'est une liste d'exemples sur lesquels on va passer très rapidement, hein, ce qui est réellement admissible. IA et logiciels sur mesure. Il ne s'agit pas simplement d'implémenter ChatGPT. Avant, à l'époque, on disait si tu peux trouver ta réponse sur Google, c'est pas du RSDE. Maintenant, on dit si tu peux trouver ta réponse sur ChatGPT, c'est sans doute pas du RSDE non plus. Donc, quand on parle d'IA, on parle vraiment de machine learning, développer des algorithmes. Essayer créer tout ce qui est transition 4.0, 5.0, 6.0, répondre à des nouvelles problématiques posées par l'IA ou répondre avec l'IA, tout ça, ça va être très intéressant à regarder. Ou dans une usine, je ne me trompe pas, on installe une nouvelle ligne de production. Ben là, ça vient vraiment bien s'imbriquer. Complètement. Que ce soit pour faire un jumeau numérique, c'est sur mesure, on ne peut pas faire plus sur mesure que ça, ou des modèles de prédiction un petit peu plus avancés. Automatisation et robotique. Si on a acheté une machine et qu'on ne sait pas comment l'intégrer dans notre système, le temps passé par un ingénieur en interne à essayer de comprendre comment tout emboîter ensemble, ce serait éligible. Fait que si c'est la première fois qu'on fait ça, par exemple, on achète une machine, on l'implante, ben là, ça pourrait être éligible. Par contre, si je rachète la même machine puis je réplique ce que j'ai déjà fait, ben c'est à ce moment-là que ça deviendrait inéligible. Exact, parce qu'on a acquis la connaissance à l'interne, donc on a déjà développé l'innovation. C'est ça. Donc tout ce qui est développeur, ingénieur, personnel de recherche qui passe son temps à essayer des choses, on peut le considérer comme réellement admissible. Question pour vous, messieurs. Est-ce que c'est qui les entreprises qui peuvent appliquer à ça? Est-ce que c'est toutes les tailles? C'est quand? Est-ce qu'il y a comme
un bare minimum de comme nombre d'années d'expérience? Ça, on peut passer directement même à cette slide-là pour répondre à la question complètement. Qui est éligible? Ce sont les entreprises qui effectuent leurs travaux de R&D au Canada. Donc, toutes les dépenses qui vont être éligibles, il faut qu'elles aient lieu principalement au Canada. Exact. Fait que si vous avez un sous-traitant ou des employés qui sont dans un autre pays, ben, ça ne sera pas admissible. Il faut vraiment que les tâches et le développement soient effectués au Canada là, pour être considérés. Il n'y a pas de taille spécifique. Il faut des employés temps plein. C'est mieux. Au moins, au minimum, 1, je dirais 2. À 1 à 2, ça se fait. Il faut s'assurer d'avoir des dépenses à l'interne. Donc, c'est sûr que si on lance une start-up, par exemple, puis vous ne payez pas de salaire, etc., ben, on ne pourra pas aller réclamer du RSDE. Après ça, il y a des stratégies fiscales qu'on peut utiliser pour payer, les années antérieures pour être capable de réclamer du shred, mais c'est sûr que ça prend des dépenses et des employés là, pour le faire. Et si vous avez un département entier je dis 500 personnes, vous avez le problème inverse où on regardera le cap, mais ça on en reparlera un petit peu plus en détail, le cap de combien on peut aller chercher. Ouais, je peux te laisser poursuivre où tu étais rendu. Oui, non, c'est correct, c'est une très bonne question. C'est une excellente question pour bien comprendre à qui ça parle. Ça parle vraiment aux entreprises canadiennes. CCPC, en français SPCC. Société privée sous contrôle canadien. Voilà. Donc les actionnaires les actionnaires, les propriétaires doivent être canadiens. C'est possible quand vous avez de l'actionnariat ou de la ownership des propriétaires étrangers. C'est juste que le taux va être un petit peu différent, mais ça on en parlera quand tu réponds à une question là, qui a été posée, mais ouais, je te laisse continuer. On commence à en avoir beaucoup, fait que c'est le fun. Merci, continuez. Complètement. Il y a plein. Le RSDE, le crédit d'impôt, c'est vraiment. On pourrait en parler pendant. Là, on n'a qu'1 heure, mais. On va peut-être dépasser un peu. Ceux qui veulent rester après pourront. Mais ouais, je te laisse. Parce qu'on est vraiment sur de la définition là, des grandes lignes, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Là, donc c'est intéressant. Ce qui va être éligible dans le crédit d'impôt RSDE, après qu'on ait parlé des grandes lignes, c'est les étapes. Quand on est dans le développement de produits, on est toujours quelle étape est la suivante. Le RSDE, ça va venir couvrir tout ce qui va se passer après l'identification du problème, après la revue de la littérature. Donc la revue de la littérature, ça veut dire faire sa recherche pour savoir est-ce qu'il y a une solution qui existe ou pas. Non, ça veut dire qu'il faut qu'on la développe. À partir du moment où on commence à passer du temps, des ressources dessus, ça va être éligible. Exact. Donc ingénierie, prototypage. C'est erreur, ouais. On peut peut-être expliquer les TRL, je pense que c'est quand même un concept pratique. En français, les NTM, niveau de NMT. Maturité technologique. Ouais. NMT, niveau de maturité technologique. Donc ça a été développé par la NASA dans les années 70 pour essayer de gérer l'innovation. Où est-ce qu'on en est dans notre projet d'innovation? De 1 à 3, on va être vraiment sur l'idée sur le papier. On va identifier le problème, on va rédiger des hypothèses. De 4 à 6... on va être sur le développement initial d'une solution pour arriver en niveau 6 à avoir un prototype. Et de 7 à 9, on va vraiment faire tout les essais en laboratoire, en milieu contrôlé, en milieu... ce qu'on appelle les vitrines technologiques, vitrines commerciales, pré-commercialisation. Le pré-commercialisation, absolument. Et puis moi, j'en rajoute toujours un petit peu. 10, c'est la commercialisation et 11, c'est l'expansion internationale. Ça fait une logique complète. Et puis il y a d'autres crédits d'impôt qui existent pour ces 10 et 11 qui sont très intéressants. Mais là où le RS2, ça va nous concerner, c'est vraiment à partir du moment où on commence à travailler dessus après la littérature et avant la validation finale du produit. Donc quand on a répondu à nos questions, à partir du moment où on répond à nos questions, à partir du moment où on ne fait plus face à aucun échec, c'est plus de la RSDE. Mais tout ce qui est entre-temps, ça fonctionne. On va parler des nouveautés qui sont arrivées en 2025/2026. Vous verrez que ce que je dis là, c'est simplifié au possible. La pré-commercialisation arrive assez rapidement dans le RSDE de manière générale. Là, on va parler... On a fait un bon passage sur l'innovation. Hein. Je pense que tout le monde a compris ce que c'est l'innovation de nos jours sous le RSDE. Qu'est-ce que c'est que le crédit d'impôt en tant que tel? Le crédit d'impôt RSDE, c'est toujours, on simplifie, mais c'est bien deux entités différentes. Exact. Le crédit d'impôt au fédéral, qui s'appelle le crédit d'impôt à l'investissement, et le crédit d'impôt au Québec, qui a changé de nom en mars 2025, qui s'appelle le CRIC, CRIC, le crédit d'impôt pour la recherche, l'innovation et la commercialisation. Ça veut dire énormément de choses, mais ça reste sous le concept de recherche scientifique et développement. C'est pas deux crédits d'impôt distincts, c'est vraiment on applique à la fois au fédéral et au provincial. On peut pas faire une demande seulement sur un des deux volets.
Exactement. Donc vous voyez la manière dont ça fonctionne. Le fédéral, on peut aller chercher 15 à 30% des dépenses éligibles, et au Québec, 20 à 30% des dépenses éligibles, ce qui fait un total entre 30 et 60% de l'ensemble des dépenses qui ont eu lieu au cours d'une année fiscale spécifique. On y reviendra sur le calendrier, c'est super important. Les dépenses favorites. Donc on parle souvent de dépenses éligibles, admissibles dans les subventions. Dans le cadre du RSDE, ce qui va vraiment faire plaisir à l'ARC, aux évaluateurs du RSDE, ça va être les dépenses en salaire et en traitement. Ça, vraiment, si vous avez une équipe, si vous dépensez des... c'est plus que... Ça fait plus que plaisir. En fait, c'est un peu essentiel d'avoir à l'interne des gens qui vont travailler, qui vont faire l'innovation. L'ARC ne va pas aimer les dossiers où c'est que vous êtes uniquement avec de la sous-traitance parce qu'il y a ce sentiment qu'on développe, disons, une innovation, une propriété intellectuelle puis qui ne sera pas possédée à l'interne. Donc, le RSDE est aussi fait pour permettre aux entreprises canadiennes de croître un peu dans leur niveau de connaissance, leur maturité au niveau de l'innovation. Donc, c'est sûr que d'externaliser tout va être R&D, c'est un gros red flag là, quand même pour la RSDE. Il faut voir, les consultants, c'est pour des expertises spécifiques dont on ne dispose pas en interne. Après, attention, si votre métier, c'est de développer des solutions pour d'autres entreprises, dans ce cas-là, vous pouvez réclamer la RSDE pour vos clients. Et c'est un arrangement qui peut se faire... En général, c'est dans les contrats, c'est déterminé qui détient la propriété intellectuelle. Les salaires, donc ça c'est le plus important. Le matériel consommé. Oui, le matériel consommé, c'est vraiment tout ce qui est utilisé pour les prototypes. Donc, on ne peut pas utiliser le matériel si le produit final va être vendu. Donc, si vous développez un prototype, vous utilisez à l'interne pour faire des démonstrations avec des clients, aller chercher des ventes, etc., mais qui ne sera pas utilisé par un client final, on peut venir réclamer une portion des matériaux qui sont utilisés dans ça. J'ai une question, je pense, qui est en lien un peu avec ces slides-là. Puis je vais choisir les questions un peu en lien avec nos slides, parce qu'on en a beaucoup, puis c'est super le fun. Fait que merci. Il y a Mélissa qui nous dit, est-ce qu'un salaire d'un ingénieur qui crée un outil qui permet de faire parler les outils de l'entreprise avec l'IA, ça fonctionnerait? La question, oui. Alors là, comme ça, à brûle pour point, oui. Rapidement, oui. Ce qu'il faut faire, c'est si par exemple, je vais sur ChatGPT et je lui dis, trouve-moi des produits qui existent aujourd'hui qui répondent à ce problème-là. S'il me liste 50 logiciels, ça va pas fonctionner. Si par contre, la situation elle est vraiment unique à l'entreprise et qu'il n'y a aucune solution qui existe aujourd'hui, là, c'est très bon signe de dire que exact. C'est pour ça qu'il faut travailler avec des ingénieurs qui comprennent le domaine, qui comprennent la situation pour être capable d'évaluer, faire ce qu'on appelle une veille technologique pour voir c'est quoi le niveau de l'industrie en termes de connaissances par rapport à ce problème-là. Évidemment, avec Chat, Claude, maintenant, on est capable de développer un MCP ou des outils qui peuvent facilement peut-être répondre à ça. Si c'est pas le cas, ben là, oui, on a des activités admissibles. Rapidement, là, si un ingénieur travaille là-dessus, en théorie, c'est parce que c'est quand même assez complexe, où il y a des défis que d'autres entreprises vont pas vivre. Puis à ce moment-là, ben oui, ce serait éligible. Fait que exact. 8 fois sur 10, ça passerait. Et ce qui est important aussi, c'est le temps passé par cet ingénieur. Exact. Il faut noter le temps qu'on passe là-dessus. S'il a passé 100% de son temps, ça veut dire que 100% de son salaire est éligible dans le cadre de ce projet-là au RS2. S'il a passé 50% de son temps à faire ça, et mettons 50% d'administratif, c'est simple, eh bien seulement 50% du salaire sera éligible dans le cadre du RS2. Ça, c'est très important. On en reparlera un petit peu plus tard sur la manière de traquer toutes ces informations. Mais par contre, justement, avec l'IA encore, parce que je pense que c'est quelque chose qui va revenir, mais il y a quelqu'un qui nous dit est-ce qu'on peut acheter des tokens puis le mettre sur le shred? Ben ça passerait pas. C'est une bonne question. Hein? Okay. Oui, c'est l'idée trop vite. Non, là, il faut aller voir le contexte. Parce que est-ce que ça passe est-ce qu'on peut le faire passer en matériaux consommés? Faut voir en fonction de comment l'ARC... comme le projet ressemble à quoi aujourd'hui, tu vois. Je ne vais pas m'avancer trop vite, désolé. Non, mais au contraire, c'est parce que c'est là où ça devient passionnant, le RS2. C'est pour ça qu'on parle d'être bilingue en RS2, parce qu'il faut voir le contexte général. Il faut voir en ce moment la politique de RS2 dit quoi. Parce que autant les grandes lignes changent très peu souvent, j'aimerais dire, autant l'interprétation peut varier d'une année à l'autre sur des coups-là. Donc, c'est prudence. Mais prudence, on analyse. Exact. Il faut voir pour quel type de projet. Ça, c'est normalement, là, on en parle, nous, on fait une rencontre avec vous, puis on creuse le projet, on le qualifie, puis on regarde si justement ça va passer ou non. Oui. Parce qu'on a aussi les frais généraux, ça c'est des calculs un petit peu plus savants sur lesquels on ne va pas s'étendre, ta proxy traditionnelle. Une nouveauté oui, je pense qu'en fait, pour répondre à la question, si on utilise les tokens dans un cadre de test où on vient justement essayer de valider l'hypothèse qui a été déterminée puis la solution, peut-être qu'on serait capable de les faire passer dans ce cas-là. À discuter. C'est une bonne conversation à avoir, en tout cas. C'est une très bonne question.
Et un grand retour, on reparlera sur les nouveautés, le retour des dépenses en capital admissible. On viendra en plus en détail, mais on a fait à peu près le tour de ce qui est à identifier en RSDE. Oui, je crois que ça fait bien le tour. On est pas mal. Donc ça, on y est déjà passé. Comment ça marche? J'ai même peut-être expliquer un petit peu comment ça marche? Oui, comment ça marche. Écoute, j'ai 7 slides qui peut être un petit peu plus intéressante. On parle toujours en année fiscale. Quand on va faire une réclamation RSDE, ça parle d'une année fiscale terminée. On peut commencer à travailler sur une année fiscale en cours pour être prêt à le déposer quand l'année fiscale est terminée. Mais on dépose avec la déclaration d'impôt la réclamation RSDE. Donc quand vous avez votre demande, vous la soumettez à votre comptable qui va l'envoyer en bonne et due forme. L'idée, c'est que donc, l'année fiscale, c'est, mettons, du 1er janvier au 31 décembre. C'est 12 mois, peu importe la date à laquelle vous la commencez. Vous avez donc 6 mois pour faire votre déclaration, ce qui vous amène en juin 2026. Ces 6 mois, c'est vraiment la période idéale pour soumettre votre déclaration RSDE, parce que... C'est dans les délais de remettre le T2. Exactement, donc, c'est comme ça qu'il faut faire, j'ai envie de dire. Mais si vous n'avez pas réclamé RSDE l'année dernière, il est toujours possible de faire un amendement à votre déclaration dans les délais légaux prescrits, qui sont de 12 mois suivant les 6 mois requis de dépôt de déclaration. Ce qui fait qu'au total... dans le meilleur des cas, c'est 6 mois, mais au total, vous avez 18 mois après la fin de votre année fiscale pour faire une réclamation RSDE, sachant que, l'audit risque d'arriver plus facilement si on est dans les 12 mois supplémentaires, si on va se dire, mais c'est pourquoi d'un coup on fait une demande maintenant. Ouais. Mais c'est aussi un avantage parce que ça permet, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir qui n'ont jamais fait le crédit RSDE dans le passé, puis là, on analyse les activités, les dépenses qu'ils ont fait, puis ça nous permet souvent de déposer presque 2 demandes en même temps, donc on peut retourner dans le temps, 2025, 2026 par exemple, puis déposer 2 demandes shred sur des activités qui ont déjà été entamées, des dépenses qui ont déjà été faites aussi. Puis justement, par rapport à ça, est-ce que, selon vous, c'est quoi le montant minimum en dépenses qu'il faut réclamer avec RSDE pour... que ça vaille la peine de nous payer aussi pour le faire. Ouais. Ça dépend un peu de votre niveau de motivation, j'ai envie de dire. Ce qu'on essaie d'évaluer, c'est au moins un 80 000 de dépenses. Entre 80 et 100 000, c'est là que ça devient le plus intéressant. Mais on a des clients qui sont à l'aise avec des très petites demandes. Moi, je vous dirais au minimum 20 000 pour au moins payer nos frais et que ça soit le fun pour vous. Mais après ça dépend vraiment de l'entreprise puis où vous êtes. Il y en a qui ont un 20 000 au début en mode startup, c'est vraiment intéressant. Il y en a d'autres que ça vaut pas tant la peine quand tu es rendu à faire des millions. Fait que c'est propre à chaque entreprise. Ça dépend aussi de la stratégie long terme. Si vous comptez faire de la R&D pour les 5, 6, 10 prochaines années, ça vaut la peine de commencer le plus vite possible, de comprendre le processus, d'avoir déjà une première demande qui est acceptée, puis ensuite on réduit les risques d'audit par la suite. Surtout on parle de l'audit comme si c'était une mauvaise chose, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'une fois si la première candidature elle est auditée, ça veut dire que le gouvernement apprend à vous connaître, apprend à connaître vos procédés, vos processus, votre entreprise. Il ne faut pas voir l'audit comme... ils vont juste poser des questions. On reviendra sur l'audit de toute façon, on s'avance un petit peu. Mais l'idée, c'est ça. Voilà, 18 mois à partir de la fin de votre année fiscale. Très souvent, on réclame 2 années fiscales en même temps. Et puis après, on met une stratégie long terme pour tout ce qui est traquer, suivre, continuer. Exact. Okay. Parce qu'à la fin, nous, ce qu'on voit souvent dans du shred, c'est que les gens n'ont pas noté leurs heures. Fait que là, il faut qu'ils retournent dans le passé, faire ça, demander « OK, j'ai mis combien d'heures où? » Puis c'est là que les gens sont vraiment frustrés. Frustrés est vraiment le bon terme parce que là, on leur demande de faire du travail, tu sais. Fait que quand on est capable de le faire un peu en avance puis de setter tout de suite, ben là, on vous dit, OK, notez ça, puis on arrive à la fin de l'année, puis les heures sont notées aux bonnes places. Fait que là, on peut vraiment vous aider à optimiser le projet. Quand on arrive un peu à la fin de tout ça, c'est faisable. C'est juste qu'il y a une charge de travail à l'interne à faire qui est un petit peu plus élevée. Puis la frustration est quand même visible pour certains clients. Mais ça vaut la peine. Hein? Je pense qu'on l'a... Je ne sais pas si on a été clair, mais c'est un crédit d'impôt qui est remboursable pour la plupart des entreprises. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, quand la demande est acceptée, le gouvernement vous envoie un chèque ou un dépôt direct. Donc, c'est quand même des efforts qui sont... Qu'est-ce qui se passe, justement, j'ai quelqu'un d'anonyme là, qui me demande ça. Désolé, j'ai pas le nom, mais qu'est-ce qui se passe quand je suis une start-up puis je fais pas, justement, de revenus ou je fais des pertes? Comme, c'est un remboursement de crédit d'impôt, justement. Fait comme, ça va tomber comment, ça? Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucune nécessité d'être rentable ou de payer des impôts pour être admissible à ça. Là. Donc, il y a vraiment une différence entre le crédit d'impôt non remboursable
remboursable, c'est que là, on va venir l'accoter sur de l'impôt à payer par l'entreprise, puis le crédit d'impôt remboursable comme le SHRED. Donc, c'est vraiment un remboursement en fonction des dépenses qui ont été émises. Fait que c'est très fréquent. Là. La plupart des startups ne vont pas engendrer de profit dans les premières années. Donc, on applique le crédit d'impôt. Ils vont recevoir un chèque qui permet de financer aussi les activités futures. Il y a même certains programmes qui permettent de financer à l'avance le SHRED. Évidemment, c'est des taux d'intérêt qui sont relativement élevés, mais il y a moyen aussi, après une première demande, de venir chercher un cash flow supplémentaire en avance là, grâce à ça. Et c'est la condition que ce soit un crédit remboursable ou non remboursable, c'est vraiment en fonction du statut de l'entreprise. Ouais. Si vous êtes CCPC, ce sera immédiatement remboursable. Ouais. Donc, ça réduit vos impôts si vous devez en payer. Et tout ce qui est en surplus vous sera reversé en cash. Et si vous n'êtes pas SPCC, ouais. Merci. Dans ce cas-là, c'est uniquement pour rembourser les impôts dus et ça peut être décalé. J'allais dire postpone, décalé dans le futur. Ça peut être Je pense que c'est 20 ans là, qu'on peut décaler le crédit d'impôt, donc même à ça reste intéressant. Oui, complètement. Ensuite, je voulais parler de quelques exemples qu'on a eus très récemment qui reprennent, parce que quand on parle d'innovation, là, on est très large, très tout. On a parlé de IA, de TI, il faut parler aussi de mécanique et aussi vraiment de sciences pures, c'est les laboratoires parce qu'ils comptent quand même. Et j'ai deux exemples, un en TI, qui intègre l'IA un peu au-dessus de juste intégrer ChatGPT, et un autre en mécanique qui illustre, je trouve, bien ce qu'on peut aller chercher. Quand on dit j'ai pas d'innovation, mais j'ai un département entier de devs qui font quelque chose. Il faut qu'on en parle parce que tout peut fonctionner. Ça, c'est un client que j'ai eu avec lequel j'ai bien travaillé. Et on avait à l'intérieur, donc dans l'ensemble de ces projets qu'il avait, là, il y a des chiffres, 14 agents, 40 cycles, 50 versions de prompt. Ce qui importe, c'est pas tant le chiffre total, mais c'est la discussion qu'on a eue. Il m'avait expliqué, par exemple, que il avait rencontré un problème. Il paye sa SaaS, un abonnement, mais que si les clients mettaient leur calendrier toujours au premier du mois sur leur ordinateur, ils ne payaient plus la subscription. L'abonnement, voilà. Et donc, il s'est dit, on s'est dit, c'est un problème quand même. Comment on fait ? Un bon problème, pas se faire payer. Il s'est dit, et ce travail-là, les heures passées là pour régler cette problématique technique, font partie d'un projet plus vaste, d'un ensemble de projets éligibles au RSDE. Donc voilà, c'est la petite anecdote où je dis, c'est avec la conversation, avec les problèmes qu'on a rencontrés, avec les anecdotes, on peut construire un projet qui, à la fin... est vraiment très solide. Défend bien. Il était vraiment très solide au RSDE. Vous voyez les dépenses RSDE qu'on allait chercher. On allait chercher un bon montant pour ce client-là. C'était très intéressant. C'est jamais un succès. Si vous développez quelque chose, que vous ne savez pas comment y arriver, c'est surtout ça l'idée. Combien de versions est-ce que vous avez eu avant d'arriver au produit final en TI ? Ça, c'est intéressant. Et la taille de votre équipe fait toujours partie des critères importants. Le deuxième exemple, c'est plus du côté mécanique. On avait une problématique vraiment concrète. Comment améliorer les équipements qu'on avait pour augmenter la productivité. Il existait des solutions, mais des solutions étrangères. Rien au Canada. Et ça devient éligible au RSDE. Ouais. Parce que ce soit pour adapter une solution étrangère, pour la faire venir sur le sol canadien, c'est éligible. Que ce soit pour développer une solution qui existe, mais qui n'existe pas et qui n'est pas disponible au Canada, ça peut être aussi admissible. Donc voilà, ça, très très intéressant. Justement, j'aurais une question qui est un peu en lien avec ça, de Joey. C'est tout le travail de recherche puis développement théorique qui est fait ici, au Québec, mais que le laboratoire d'essais, puis les essais sont réalisés aux US. Est-ce que ça serait quand même éligible? C'est une bonne question. Tu sais, quand on a expliqué un peu le RSDE au départ, là, c'est recherche scientifique, développement expérimental. Fait que la première partie que Joey parle, ça semble être plus la recherche scientifique. Fait que vraiment l'analyse pure, développement théorique. Fait que ça, évidemment, c'est admissible. Les dépenses des activités sont faites ici. Ensuite, pour la portion qui est faite à l'externe, mais là, la dépense serait pas admissible parce que les coûts, les activités sont faites à l'extérieur du pays. Par contre, nous, souvent, on accompagne les clients. Il y a des réseaux de CCTT au Québec qui sont des centres de transfert de technologies spécialisés qui souvent ont des équipements que les entreprises n'ont pas puis qui permettent justement de faire ces tests-là. Fait qu'on peut aussi accompagner les clients pour trouver des solutions pour résoudre ce genre de situation. Que ce soit au Québec, réduire les coûts, puis optimiser justement US, puis avoir un retour là-dessus. Même plus loin, d'ailleurs, dans la narration, dans l'interprétation, dans la structure. Encore une fois, c'est vraiment une conversation qu'on va avoir, donc
Voilà. Si vous avez une personne en interne qui s'occupe de chapeauter la RS2 faite en externe, le salaire de cette personne pourrait passer et les sous-contractants, on pourrait aller chercher 50%, 20% des dépenses. Donc, il faut l'intégrer, comme disait Charles, si on le prend comme ça tout seul, non. Mais si on l'inclut dans le projet, on a un chargé de projet RSDE qui va recevoir les résultats. Là, on pourra commencer à parler. Chargé de projet, product owner, souvent il y a un certain pourcentage qui peut être admissible. Exactement. Donc, si vous avez une personne responsable de la relation avec eux, son temps passé, on pourrait aller le chercher. Si on inclut des CC, je pense que ça pourrait... ça ne rentre pas en sous-contractant du tout, mais on pourrait faire un mix CCTT Québec, un mix US. On peut en discuter de ça. Puis je continuerai un petit peu avec d'autres questions. J'ai Caroline, là, puis je pense qu'on l'a effleuré un petit peu, mais une multinationale que son siège social est au Québec, est-ce que ça pourrait être admissible ou non? Excellente question. Ça va dépendre, en fait. Ça va dépendre du capital imposable, de la structure de l'entreprise. Est-ce que c'est un actionnat majoritairement canadien ou c'est américain ou étranger. Donc, il va y avoir beaucoup de variantes. Après ça, on va passer à travers les modifications 2026. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles. Si c'est une multinationale qui est en bourse, maintenant, il y a quand même ils ont accès à des taux plus favorables qu'avant. Mais avec peu d'informations comme ça, c'est impossible de... Je comprends. Parfait. Donc, mais c'est une excellente question. C'est un très bon réflexe parce que le RS2 va vraiment prendre à l'ensemble des succursales. Pour Manon aussi, était comme... on peut reculer jusqu'à quand? 1 an, 2 ans? Ça, je pense qu'on l'avait effleuré un petit peu aussi. Oui. 18 mois en fonction de votre fin d'année fiscale. 18 mois après la fin de l'année fiscale. Parfait. Tout à fait. Donc voilà, ça, on va parler, pareil, on avait parlé d'essais en IA, là on va parler de combien de prototypes, de solutions, d'idées vous avez mis ensemble. Et ça, c'est vraiment, donc jusqu'à présent, on a fait une présentation assez basique, simplifiée de la RS2, de ce que c'est. Il y a eu des grands changements en mars 2025, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau provincial, qui sont importants. Donc pour les personnes qui ne sont pas familières avec le RS2, je pense que ça va devenir un petit peu technique, mais on est là. On est là. On va essayer de vulgariser en temps. Exactement. On va commencer peut-être de la manière la plus simple, c'est vraiment de prendre du fédéral et puis du provincial. On se concentre aujourd'hui uniquement sur le Québec, mais sachez bien que fédéral portant bien son nom, on s'applique à travers le Canada. Puis on peut le faire en Ontario aussi. J'ai une question là-dessus. Donc, le RSDE, c'est Canada-wide. Donc, si vous avez des bureaux ou un Inc. En Ontario, on peut, c'est aussi éligible avec des taux similaires propres à l'Ontario. Par contre, pour le niveau provincial, mais le fédéral va rester la même chose partout. Là. Exact. Fait que, chaque province a des particularités. Fait que ça change un peu le taux qui peut être réclamé, plus, moins selon les provinces. C'est très technique. Fait qu'on ne rentrera pas en détail dans ça, mais oui, toute entreprise canadienne peut appliquer. Le premier changement au niveau fédéral, ça va être le plafond total des dépenses pour le crédit fédéral qui passe de 3 millions à 6 millions. Ça veut dire en gros que le maximum qu'on peut demander, c'est 6 millions de crédit d'impôt. Donc je pense notamment à la personne qui a demandé sur l'entreprise avec de nombreuses succursales, etc. Le maximum qu'on peut aller demander, c'est 6 millions. Donc, c'est un beau budget RSDE, c'est un maximum de 60%. En fait, juste pour clarifier, c'est le seuil de dépenses. Fait qu'on peut aller déposer pour 6 millions de dépenses admissibles au RSDE. Puis ce 6 millions-là va être admissible au crédit. Fait que c'est pas une demande de 6 millions, c'est vraiment la dépense en tant que telle. C'est le dossier de candidature qui va être à 6 millions. Vous avez les PME qui peuvent profiter maintenant du 35%, vous avez plus de PME qui peuvent en profiter. C'est-à-dire que avant, il fallait avoir 10 millions de revenus ou moins pour bénéficier d'une bonification à 35%. Aujourd'hui, les entreprises qui font jusqu'à 15 millions pas de revenus de capital imposable. Les entreprises qui font jusqu'à 15 millions de capital imposable peuvent bénéficier de cette bonification à 35%. Il faut voir ça comme une courbe, en fait. Donc, de 15 millions jusqu'à 75 millions, il y a un calcul qui est fait, qui est dégressif, évidemment. Donc, plus l'entreprise a un capital imposable qui est élevé, plus son taux de remboursement au niveau des RSDE va être faible. Donc, maintenant, avec les modifications qu'il y a eu en 2026, le plafond a été augmenté de 10 à 15 millions, c'est-à-dire jusqu'à 15 millions de capital imposable, il n'y a aucun calcul dégressif
qui est fait. Exactement. Et ça, c'est la dernière modification qu'on voit là, elle existe aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau provincial, au Québec en tout cas, c'est que les dépenses en capital sont de retour, à condition que ce soit exclusivement réservé pour les activités de R&D. Est-ce que, messieurs, une OBNL serait éligible? Ça va dépendre du statut de l'OBNL. Il faut déterminer si l'OBNL est exonéré d'impôts. C'est le cas quand même de plusieurs OBNL. Donc, évidemment, si l'OBNL est exonéré d'impôts, il n'est pas admissible au shred. Donc, encore là, ça va vraiment dépendre du statut juridique. Puis donc, Francis, il faudrait comme un peu valider cette partie-là après, parce qu'il y a quand même une grosse question. Puis après ça, je pourrais répondre à la prochaine. Puis après ça, lui, ce qu'il me demande aussi, c'est... il est dans le domaine du sport, puis il aimerait ça comme ouvrir de nouveaux marchés. Fait que c'est pas nécessairement dans comme créer un nouveau produit, mais c'est ouvrir de nouveaux marchés, de nouvelles méthodes dans le monde. Est-ce que ça pourrait être éligible? À première vue, ouvrir des nouveaux marchés, c'est vraiment de la commercialisation, de l'exportation. Donc, on n'est pas dans de l'innovation ou de la R&D. Après ça, est-ce que dans sa façon de commercialiser, dans ses processus, il y a de l'innovation? Peut-être. Mais vite comme ça, c'est dur à dire. Je pense que cette partie-là serait plus difficile. Exact. On me dit qu'il faut vraiment qu'on parle dans le micro. Pardon. Pardon à la maison, au bureau, si vous ne nous entendez pas assez fort, on va se rapprocher. Pour terminer sur la question en français, je pense que les gens vont avoir notre lien de toute façon. Donc, s'il y a des éléments qu'on n'a pas répondu, ils peuvent planifier une rencontre avec nous. All right. On continue, Antoine, je te laisse Oui, pour continuer. les nouveautés au Québec, donc cette fois-ci, une grande arrivée très intéressante qui vient compléter, plutôt que contredire ce qu'on a dit plus tôt, c'est que la pré-commercialisation devient admissible sous certains critères. Donc ça rejoint la question qui vient d'être posée. Commercialisation non, pré-commercialisation. On est beaucoup dans des pré-commercialisation, c'est de la certification. Donc, si vous devez passer des tests CSC, UL pour être en mesure de vendre votre produit sur certains marchés, mais ça, on est dans de la pré-commercialisation, donc les activités de vitrine technologique, vitrine commerciale. Des essais réglementaires aussi. Exact, tout ça va être éligible. Donc, encore une fois, à discuter, voir ce qui fonctionne, dans quel contexte. Une autre nouveauté, donc, on l'a déjà dit, vaut mieux le répéter, c'est les dépenses de capital qui sont inclus aussi dans le CRIC. Ouais. En fait, il faut que les équipements soient utilisés à 90% ou plus pour de la R&D. Donc, si vous achetez une CNC pour être capable de faire de la découpe, pour tester, faire des prototypes, que vous faites uniquement du prototypage avec ça, on est admissible. Mais si vous utilisez votre CNC pour faire 1-2 prototypes par année puis que le restant, ça roule pour de la production, on n'est pas dans un capital qui est admissible. À moins que ce soit une nouvelle CNC, une nouvelle ligne de production. Il faut que ça soit vraiment dédié aux activités de R&D. Donc, quelque chose qui existe dans beaucoup de crédits d'impôt, c'est le seuil d'exclusion. C'est la question de, au final, combien est-ce qu'il faut dépenser pour être éligible. Ils ont mis ils ont modifié les critères dans le cadre du crédit d'impôt au Québec en 2 indicateurs. Soit le seuil d'exclusion est à hauteur de 50 000 $ de dépenses admissibles, soit il est calculé selon le total dépensé dans les salaires, et c'est le plus haut en fait qui va servir de seuil d'exclusion. Voilà. Exact. Il y a quand même d'autres nouveautés aussi au niveau des taux de remboursement. Fait que, bonne nouvelle au Québec, avant, sur le premier million, on avait 20% de remboursement. Maintenant, ils ont augmenté à 30%. Fait que sur les premiers millions que vous dépensez en R&D, le gouvernement va rembourser 30%. Puis ensuite, en haut d'1 million, on retombe à 20%, là, comme c'était le cas au préalable. Et toujours, ce qui est important, que ce soit fédéral ou provincial, c'est le capital imposable. On reste sur cette idée-là. J'espère que c'est slide ou... Non, pas encore, mais j'espère que... Enfin, je pense... Est-ce que, Jeff, est-ce qu'il y a des questions? J'ai des questions, je vais te laisser continuer parce que je pense qu'on va répondre à quelques questions. Puis après ça, j'en ai quand même beaucoup, fait qu'on va se garder du temps pour le faire. Là. Ça marche. On a... Jusqu'à maintenant, on a surtout parlé du crédit RSDA. On a quand même abordé l'innovation un peu plus at large. Donc, on pense que c'est intéressant de présenter quand même comment on peut utiliser les subventions. Chez Hello Darwin, c'est quand même ce qu'on fait la majorité du temps. Donc, comment on peut utiliser les subventions pour stacker ou Je vais te poser une question justement là-dessus de Chantal. Est-ce qu'on peut combiner le RSDA avec des subventions, par exemple SR pour un même projet? Fait que, merci beaucoup, Chantal, pour Merci, Chantal. Quel timing pour la question. C'est exactement là que je m'en allais. Donc, la réponse, c'est oui. Évidemment, on peut utiliser le crédit d'impôt pour financer les activités de R&D.
R&D, puis on peut aussi combiner avec des subventions pour justement optimiser le montage financier du projet, puis permettre des investissements plus importants. Fait que je vais vous donner quelques exemples, en fait, là, de subventions qu'on peut utiliser, qui sont fréquemment utilisées avec le crédit RSDE là, pour être capable de maximiser tout ça. En général, ce qu'on va essayer de faire avec les entreprises qui font vraiment du développement un petit peu plus industriel, c'est d'utiliser le PARI CNRC. Donc, le PARI, en fait, là, c'est le programme d'aide à la recherche industrielle du Centre national de recherche canadien. C'est un long acronyme. Mais quand on le combine avec le SHRED, c'est un peu le saint graal du financement de l'innovation. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser le PARI CNRC pour financer une partie du projet, puis ensuite, sur la partie qui n'est pas financée, on va venir appliquer le crédit RSDE. Donc, on a vraiment un taux de cumul qui est extrêmement élevé quand on fait ces deux programmes-là ensemble. Donc, c'est quoi le PARI en tant que tel? C'est vraiment sur des projets qui vont devoir être commercialisés. Donc, sur la RSDE, on peut faire de la recherche en interne. Ça peut être des échecs, ça peut ne jamais être commercialisé, ça peut être utilisé uniquement en interne. Il n'y a aucun problème avec ça. Quand on est avec le PARI CNRC, il faut vraiment qu'il y ait un objectif de commercialisation. Donc, on développe quelque chose pour créer de la richesse puis faire grandir l'entreprise à travers le Canada, à travers les marchés internationaux. On est vraiment sur la fin de l'échelle de NTM, on est vraiment vers le niveau 9 où on est quasiment prêt à le développement. C'est l'objectif de se rendre au niveau 9, mais on peut prendre des projets qui sont quand même très early. Donc, ils vont financer les analyses, vraiment les premières phases de la R&D, le prototypage, etc. Donc, c'est vraiment un programme qui est extrêmement intéressant. Ça va venir couvrir 80% des salaires à l'interne, 50% des salaires à l'externe. Donc, on est vraiment sur des taux de remboursement qui sont très, très, très élevés. Et tu parlais d'optimisation. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'optimisation sur le nombre de projets. Ouais. Le pari, c'est un projet à la fois pour une subvention sur les salaires, les personnes identifiées. Exact. Le RSDE, on peut compléter. Si on a eu d'autres projets de R&D dans l'année, on peut aller le chercher en parallèle au pari, en plus de l'optimisation qu'on fait pari RSDE. Exact. Donc, on va vraiment chercher des montants qui sont très intéressants dans ce cas-là. À travers le pari, il y a quand même d'autres types de financement. Je les ai mis aussi parce qu'il y a le PEJ, le programme emploi jeunesse, qui permettent d'embaucher justement des nouveaux gradués de moins de 30 ans, si je ne me trompe pas. Puis ils vont couvrir le 100% de salaire jusqu'à 30 000 $. Donc, on le voit souvent avec des clients qui vont embaucher des nouveaux gradués nouvelles graduées en génie pour travailler sur des projets de R&D. Donc, c'est super intéressant. Il y a aussi le programme des visites interactives qui vient financer, je crois que l'entreprise paye 250 $ pour l'équivalent de 20 ou 40 heures avec un CCTT, donc vraiment avec des experts qui peuvent venir faire des analyses normatives, vous aider à structurer le projet de R&D ou financer même des certifications, des tests en laboratoire. Donc, très intéressant. Il faut vraiment voir le pari en fait comme un partenaire de l'innovation qui a énormément d'outils à disposition et qui ne va pas simplement venir donner de l'argent, mais qui peut apporter l'expertise qu'on cherche peut-être à l'international, nous mettre en contact. 100%. C'est aussi eux qui gèrent, on n'en parle pas assez, mais c'est eux qui gèrent l'innovation internationale. Si vous êtes à la recherche de financement européen, Eureka, si vous êtes à la recherche de partenaires dans le cadre du CIIP, j'ai un client là actuellement qui fait du développement de produits de beauté, de cosmétiques. Il va chercher des partenaires en Corée. On va passer par le pari parce qu'eux ont un réseau aussi à l'international très élevé. Donc, le pari, c'est vraiment un super allié Exact. Ils vont toujours assigner un ou une conseillère qui a de l'expérience aussi dans le domaine de l'entreprise. La plupart des CTI, les conseillers technologiques du pari, c'est des anciens entrepreneurs qui ont vendu une business ou c'est des ingénieurs qui travaillent dans le domaine depuis des années. Donc, c'est vraiment un contact super intéressant. Et nous, on reste là pour la candidature. Exactement, parce que c'est un dossier quand même assez costaud. Ensuite, peut-être un petit mot sur les MITAX. Donc, MITAX, c'est un programme de subvention pour les stagiaires. Donc, on peut couvrir le 15 000 $ de salaire pour un stagiaire. On le voit en général sur des candidats qui sont au doc ou au post-doc, très utilisés en ce moment pour des projets d'IA, justement, pour développer du machine learning, des algorithmes, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir des presque experts qui amènent vraiment une connaissance très théorique, très technique dans l'entreprise. Donc, ça permet justement d'amener parfois un élément supplémentaire au projet de RSDE qu'il faut avoir à l'intérieur. Right. Je vois qu'il nous reste 15 minutes, fait que je vais vous driller peut-être des questions. Excellent. Pour pas il y a plein d'autres subventions si on passe au travers des questions. Ce qui est important, c'est-à-dire que le point principal, c'est d'identifier un besoin. Et on n'a pas besoin d'avoir identifié le post-doc ou le doc. Le matchmaking est fait par l'université. Donc, c'est vraiment un outil super intéressant. Fait quoi, les frais de consultant sont-ils éligibles au RSDE type honoraire professionnel? Fait que je dirais oui et non, mais peut-être donner un petit peu plus de détails là-dessus. Ouais, ça va rentrer en fait dans les frais de sous-traitance tant que le consultant va faire des activités de R&D. Votre comptable ou votre
avocat ne va pas rentrer dans la RSDE. Exact. Comme nous, on ne rentrerait pas dans le RSDE, Exact. mais quelqu'un qui vous aide à développer votre propriété intellectuelle, tout ça. Encore une fois, à définir avec votre consultant, parce que des fois, eux aussi veulent prendre le shred, puis peut-être vont charger en conséquence. Là, donc, ça, c'est à discuter. On a Julie qui dit, pour les dépenses en capital de logiciels utilisés dans la R&D, c'est quoi les critères de qualification? C'est une bonne question, ça aussi. J'aime beaucoup ces questions. C'est la même réponse. C'est le temps qu'on va consacrer. Pardon. Je vais la réorganiser, cette réponse. Sur les logiciels comme ça, c'est vraiment... Sur l'achat de capital de logiciels, c'est une excellente question. Moi, je dirais que ça se valide en fonction du projet, en fonction du... Est-ce que c'est consacré à 100%, à 90% à ce projet de R&D? Ce qui est très difficile à défendre parce qu'au final, vous avez un logiciel qui va rester sur la routine. Et ce qu'on ne veut absolument pas dans le cadre d'un RSDE, c'est quelque chose de routine, d'opérationnel. Exact. Les activités courantes ou récurrentes que vous faites dans le day-to-day, ça ne passera pas. Là. Les licences cloud ou chat pour toute l'entreprise, on ne va pas les inclure dans la RSDE, ça va nuire à la demande, puis au final, c'est pas ce qu'on veut. On a Charles qui dit, est-ce qu'il y a des programmes de subvention, d'aide financière pour couvrir en partie ou en totalité là, les frais liés au dépôt de brevets? Il y en a, oui. En totalité, c'est très rare là, qu'on va atteindre... C'est très rare qu'une subvention va faire 100%. Exact. On voit ça des fois un petit peu ailleurs au Canada, là, mais au Québec, vraiment plus rare. Il y en a deux auxquels je pense en ce moment. Il y a Momentum Pays qui devrait rouvrir dans les prochaines semaines. Donc, il faut être accompagné par un incubateur ou un accélérateur québécois qui est reconnu. Mais ça permet de financer là, jusqu'à 100 000 $ en subvention pour tout ce qui est stratégie de pays, rédaction, dépôt. Puis ensuite, au fédéral, il y a aussi l'IAC qui est uniquement pour les entreprises en clean tech, par contre, qui permet de s'inscrire puis d'avoir accès à des subventions, encore une fois, pour faire ça. All right. On a Mirko qui dit, si je travaille avec un centre de recherche, comme un CCTT par exemple, est-ce que la contribution financière est en nature donnée dans le cadre d'une demande de subvention peut être éligible? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Pas certain. En général, les demandes en nature ne vont pas être éligibles dans le shred parce qu'on n'est pas sur une dépense qui a été engendrée. Fait que souvent, on va le voir dans des montages financiers pour les subventions, c'est accepté. Après ça, si je comprends la question, c'est la partie subventionnée déjà du centre de recherche. Je ne suis pas sûr de la comprendre, moi, à 100%. Fait que Mirko, peut-être nous donner un petit peu plus de détails. Je vais essayer d'y revenir d'ici la fin. La réponse que je pourrais donner, si j'ai bien compris la question, c'est ou même de manière générale, l'innovation collaborative avec des CCTT québécois, vous avez beaucoup de subventions pour ça. On ne les a pas passées. Innover PME, c'est une des subventions collaboratives. Il y a moyen de monter des projets. Oui, il y a moyen de monter un projet de subvention, un moyen de monter un projet de RSDE. Je ne sais pas si ça répond, mais c'est un bon indicateur. On a Fallon qui dit qu'il y a des subventions des entreprises en MedTech en démarrage. Oui. Ça, c'est très, très large. Je vous dirais, on a un répertoire en ligne de 10 000 subventions. Il est gratuit. Allez le voir. Rapidement, oui. Mais on ne va pas y passer. Je vais essayer de rester un petit peu dans le crédit d'impôt ou comment combiner ça. Mais oui. Guillaume nous demande et nous dit merci pour, je pense, la présentation. Les crédits sont rétroactifs. Fait que, oui. Du coup, oui. Ouais. Est-ce qu'il faut attendre l'obtention du crédit pour commencer à investir? Ça, je suis pas sûr de comprendre parce que c'est... Ça dépend de votre cash flow. Oui, c'est la meilleure réponse. Mais de manière très théorique, le crédit d'impôt, c'est les dépenses qui ont déjà été effectuées. Les subventions, c'est les dépenses qui ne doivent pas être effectuées avant au moins le dépôt de la candidature. Exact. Vous avez de très rares cas où il faut attendre après la candidature ou d'encore plus rares cas où il faut attendre, où on peut être rétroactif. Mais si on part très simple, très efficace, crédit d'impôt, le passé, donc vous avez déjà dépensé, subvention, le futur, ce que vous n'avez pas dépensé. Régent nous demande, est-ce que je dois commencer les procédures avant de débuter mon projet? On en a parlé, on l'a un petit peu effleuré. On peut guider. En général, on peut peut-être passer rapidement à travers le processus de comment on accompagne les clients, mais c'est une très bonne question. Il y a deux situations en général. Soit on accompagne un client qui sait qu'il va faire de la R&D dans l'année. Donc, nous, on va faire une rencontre avec lui pour déterminer, dans les projets qui s'en viennent, c'est quoi les activités admissibles, qu'est-ce qu'il doit documenter, comment on va pouvoir l'aider justement à monter son projet de R&D. Sinon, ce qu'on voit souvent, c'est des clients qui ont déjà fait un peu ces activités de R&D-là. Donc, on vient revoir dans le passé à travers tout ça. Parfait. Et puis les outils aussi. On a beaucoup d'outils pour le calcul des heures, le suivi des heures, le suivi des prototypes. Exact. C'est important d'être capable de documenter en fait tout ce que vous faites au niveau de l'identification du problème. C'est quoi les matériaux que vous utilisez, les tests, c'est quoi les résultats, c'est qui les personnes impliquées à travers ça, les feuilles de temps, etc. Si vous avez la bonne méthodologie dès le départ, ça gagne un temps. Exact. Puis on le fait fréquemment avec les clients. On vient vous structurer pour s'assurer que vous accumulez toute cette documentation-là puis qu'à la fin de l'année
fiscale, ben, c'est beaucoup plus facile de monter le dossier, tant pour vous que pour nous, puis on s'assure d'optimiser les demandes. Justement, dans le montage du dossier, j'ai une question qui est intéressante, mais c'est comme si notre comptable ou contrôleur financier, il consacre environ 40 heures à rassembler toutes les informations relatives là, au Shred ou R&D. Est-ce que son temps-là, il peut être réclamé dans le R&D? Non. Non, ça, c'est pas admissible. Normalement, justement, si vous êtes bien structuré en début d'année, ça devrait pas vous prendre 40 heures à accumuler la documentation. On vous recommande de peut-être setuper un drive avec justement accumuler les feuilles de temps, les dessins techniques, ces choses-là, puis ensuite, on a accès directement, donc c'est assez simple. All right, j'en pose une autre. Vous m'arrêtez si vous voulez continuer. J'ai créé une ligne de matériaux brevetés pour concevoir, personnaliser et bâtir des espaces de vie extérieurs. J'en suis à ma 3e version, puis développe un marché de test depuis 2 ans. Est-ce que ce serait possible d'absorber des coûts de développement mis en marché des 18 derniers mois là, avec le RSDE? Certainement. En général, quand on voit un produit qui a été breveté, ça veut dire qu'il y a déjà une analyse qui a été faite sur le marché, c'est quoi les brevets qui sont en place. Donc, c'est un très gros green flag là, de voir un brevet. Ça veut dire que vous avez développé quelque chose qui n'existe pas sous sa forme actuelle sur le marché. Donc, on est définitivement dans de l'innovation. Après ça, qu'est-ce qu'on peut venir chercher dans les dépenses du passé? Je vous inviterai à prendre un meeting avec nous puis on va pouvoir le déterminer plus en détail. Sur ce qu'on peut faire après. Parce que surtout avec un produit breveté, c'est vraiment quelque chose qui a du poids dans une candidature de subvention, exact. Dans une réduction des revenus, mais ça on en parle. Exact. Puis je vois des questions très, très, très spécifiques. Fait que peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait être bon de nous contacter et qu'on prenne vraiment une bonne heure avec vous, si c'est pas plus, pour creuser le projet, parce que c'est cette partie-là, c'est de la recherche développementale scientifique. Fait qu'en ce moment-là, des fois, c'est un petit peu plus tricky de vous dire live si c'est éligible ou pas, mais on peut vous dire s'il y a des green flags là-dedans, puis est-ce que ça vaut la peine qu'on se rencontre pour ça. Prochaine question, est-ce qu'il y a une limite de temps durant laquelle l'équipe travaille sur l'innovation d'une même technologie pour être encore éligible à la subvention ou en tout cas crédit d'impôt? Par exemple, différentes optimisations d'une même technologie sur une durée de 5 ans. Je vais dire non, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui font de la R&D que j'appellerais structurelle. Hein. Fait que, je vous ai mis la slide avec la démarche scientifique. C'est un peu, quand on rédige justement les demandes, c'est un peu ce principe-là qu'on fait, puis c'est ça qu'on va analyser. Donc, à partir du moment que vous suivez une méthode scientifique, donc vous effectuez des tâches de R&D, il n'y a pas de délai. Il y a des projets d'innovation qui prennent des dizaines et des dizaines d'années. Il y en a qui se réalisent en 1 an. Il n'y a pas de critères de ce côté-là. Donc, c'est correct de déposer à chaque année une évolution du projet. Si on dépose exactement la même chose à chaque année, c'est sûr que là, ça va peut-être faire sourciller un petit peu, mais en général, quand on fait de l'innovation, il y a des avancements. Donc, on va évoluer à travers les hypothèses, puis on va pivoter. Là. C'est pour ça que la manière de rédiger le RSDE est extrêmement importante pour montrer les évolutions. Et c'est une très bonne question, parce que non, il n'y a pas de limite à partir du moment où c'est cohérent, pour simplifier. Mais parce que l'audit, on n'en a pas vraiment parlé, il nous reste à peu près 5 minutes, mais ce serait peut-être bien d'en dire un mot. Si la démarche, la narration, l'histoire, le projet ne convainc pas, ou que le gouvernement a un petit peu plus de questions, c'est pas forcément négatif. Ils vont vous contacter pour vous dire on aimerait discuter avec vous de votre projet. Au final, c'est pas négatif. Hein. Ça protège nos taxes et nos impôts. Donc, on veut s'assurer que ça aille aux bonnes activités de R&D. Donc, en général, quand on dépose le formulaire pour le RSDE, c'est le T661. Donc, on l'envoie au comptable pour déposer avec votre déclaration fiscale. Donc, il va y avoir un certain délai dans lequel la RC va analyser le dossier. Donc, il y a 2 situations qui arrivent. Là. Soit la RC accepte le dossier tel quel, tout le monde est content, ça passe, vous allez recevoir vos fonds par la suite. Ou ce qu'on voit parfois, c'est un audit. Donc, un audit, c'est un agent ou une agent de la RC qui est affecté justement à votre dossier, qui va analyser pour comprendre est-ce que les activités que vous avez faites sont réellement admissibles. Donc, ils vont vous rencontrer, ils vont vous visiter dans vos bureaux, ils vont vraiment aller un petit peu plus en détail sur tout ça. Donc, d'où l'importance d'avoir la documentation. Nous, évidemment, avec les clients, on vous prépare à répondre aux questions de la RC. C'est quand même un discours qui est très technique. Là. C'est des gens qui sont très techniques, évidemment, qui évaluent ça. Puis, on est là aussi dans les rencontres avec la RC directement. Donc, suite à l'audit, il y a 3 situations qui se produisent. La première, c'est que le montant qui a été déclaré est accepté en l'entièreté. Ça arrive très souvent. La deuxième, qu'on voit aussi souvent, c'est qu'il y a certaines activités qui vont être réduites. On va réduire un petit peu le montant. Puis la troisième, personnellement, que j'ai jamais vue, ça serait un refus total. J'ai pas eu de cas par rapport à ça. Non. Exact. Je continue. Si nous achetons une machine spécifiquement pour la R&D, mais qu'après avoir terminé les activités de R&D, on l'utilise dans les activités normales. Ouais. Est-ce que ça, c'est correct?
Oui, c'est correct. Il va y avoir un processus d'amortissement, évidemment, de la dépense à travers plusieurs années. Donc, on regarde ça avec le fiscaliste, on voit comment on l'intègre dans la demande. Mais oui, il y a une portion qui va pouvoir être réclamée. Ce qui est important, c'est la date aussi, la date d'acquisition qui va être importante vu que les nouveautés sont arrivées en mars 2025. Ces coûts-là vont être éligibles dans l'année fiscale qui commence après mars 2025. Exact. Donc, pour ces coûts de machine, si vous l'avez acheté en 2024 ou durant votre année fiscale qui a commencé en 2024, on ne va pas pouvoir les récupérer. Il y a Anne-Sophie qui nous dit « Nous sommes un CCTT et nous réclamons les crédits d'impôt sur la portion nature des entreprises. » Fait que merci Anne-Sophie de nous... On a fait de la pub directement. Je continue. OK, on a quand même passé une coupe. Je vais aller avec Georges. Je crois. Je suis pas sûr que je comprends à 100%, mais dites-moi si c'est pas le cas pour vous aussi. Est-ce que le crédit est calculé sur les dépenses brutes ou est-ce qu'il faut considérer d'autres programmes de subvention grant fournis par d'autres organisations, exemple Kickstarter? Ouais, très bonne question. Il y a toujours une optimisation fiscale qui doit être faite. Donc, c'est sûr que si votre projet est financé, on prend un exemple un peu farfelu, mais à 100% par de la subvention, on ne va pas pouvoir venir appliquer le crédit RSDE. Donc, c'est sûr qu'il y a un calcul pour optimiser puis s'assurer de ne pas faire ce qu'on appelle du double dipping. Là. Donc, on fait un stacking pour optimiser fiscalement la demande, mais c'est sûr qu'on ne peut pas aller piger à la fois la subvention à 100% puis du crédit à 100%. Ce que j'aime bien expliquer, c'est avec, je ne sais pas si on voit bien mes doigts comme ça, c'est au lieu d'aller chercher simplement ça de Paris, on va chercher ça de Paris et ça de RS2. Ce qui fait qu'au final, avec juste la subvention ou juste le crédit d'impôt, on en est là, mais en l'optimisant, on va aller chercher ça, sachant que chacun des deux programmes aura peut-être un peu moins, mais à la fin du compte, on obtient plus. C'est ça qu'on appelle optimiser. Exact. Puis ça fait partie du processus de s'assurer que la demande tient compte des autres. On a Manon. Manon, s'il vous plaît, dans le Q&A, mais je te vois dans le chat. Elle demande c'est quoi le lien avec le C3I. Je pense que c'est pertinent d'en parler, parce que c'est un bon c'est un crédit d'impôt aussi. Je suis pas du donc, bon côté sur ça les respecte. C'est un crédit d'impôt aussi qui respecte la même temporalité que le RSDE, donc 6 mois puis 12 mois, qui va concerner les équipements manufacturiers. Alors, au Québec, on a plusieurs classes d'équipements qui sont éligibles. En fait, ça va être soit les équipements qui sont utilisés pour la production. Donc, je reviens sur l'exemple de la CNC. Merci Antoine, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc, on va pouvoir venir réclamer le C3I sur un équipement, par exemple, qui est utilisé pour de la R&D. Donc, on vient à la fois réclamer le capital à travers le shred, mais à travers le C3I. Puis c'est là que toutes les questions qui étaient tout à l'heure au niveau du logiciel qui est utilisé pour de la R&D, etc., ben, il y a un seuil d'exclusion au Québec, évidemment, mais on peut venir quand même réclamer les frais de licence des 12 premiers mois d'utilisation du logiciel. Donc, c'est là qu'on vient, encore une fois, optimiser les activités. Il y a une liste de classe 53, classe 12, et qu'on peut aller optimiser pareil avec le RS2, et ça, c'est absolument pas un problème. Je continue. Est-ce que les dépenses de pays propriété intellectuelle sont éligibles? En général, non, parce que les dépenses de pays, ça va beaucoup être des avocats ou des agents de brevet pour rédiger. Après ça, les activités qui vous mènent à être en mesure de développer un brevet ou déposer un brevet, ça, oui. Fait que toute la partie R&D, oui. La partie rédaction, stratégie pays, non, mais on peut la financer avec des subventions. Pour dire administrative, en fait, exact, au final, pour simplifier encore une fois. Puis je continuerai avec, encore une fois anonyme, est-ce que le fine-tuning de modèles locaux en IA est éligible? Peut-être pas. Il faut voir d'où vous venez, où vous allez. C'est un petit peu trop vague pour nous, mais encore une fois, je vous dirais, prenez un moment avec nous si vous voulez qu'on le regarde puis qu'on dissèque le projet, voir qu'est-ce qui serait éligible, qu'est-ce qui ne serait pas. Exact. Il n'y a pas de question trop simple. Un jour, j'ai eu une conversation sur un client qui me disait moi, mon RSDE, il n'est pas impressionnant et je fais du changement de formulation. Et alors, c'est vrai que quand on dit, par exemple, mon produit, il est goût original et il va passer goût fraise, ça, le RSDE, il va dire non. Mais en ayant la conversation à propos de ça, je lui ai dit, mais tel goût fraise, est-ce que le goût fraise, il y a un problème? Il me dit, si je mets trop de tel produit, ça augmente la toxicité. Je dis, le voilà, ton projet RSDE. Exact, Et donc, toutes les questions sont bonnes à poser. C'est une question de discussion avec exact. C'est exactement ça qu'on fait dans les premières rencontres avec les clients. On vient déterminer les activités, on creuse pour mieux comprendre c'est quoi vos activités de R&D, puis on les cadre à travers soit la recherche appliquée ou le développement expérimental pour voir qu'est-ce qui est admissible au RSDE. On arrive à la fin. Je pense qu'on peut dépasser un petit peu, il n'y a pas de problème, mais il y a sûrement des gens qui ont des meetings importants à 13h. Donc, on va dépasser, on va essayer de répondre à d'autres questions. Mais ceux et celles qui n'ont pas eu peut-être les réponses qu'ils voulaient, je vous invite à prendre un rendez-vous avec Antoine, Charles, pour en discuter
discuter un petit peu plus davantage, puis creuser les projets, voir si c'est quelque chose qui est éligible, puis est-ce qu'on devrait commencer une demande. Fait qu'on va encore prendre quelques questions, mais je tenais à vous le dire, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. La prochaine étape, ce serait ça pour nous. Après ça, vous pouvez aller voir, vous pouvez même le faire à l'interne si vous voulez, mais nous, on est là pour vous aider pour le rédiger, si c'est quelque chose là, qui vous intéresse. Comment prendre rendez-vous avec nous? On va vous envoyer un lien dans le courriel qu'on vous envoie en recap qui va vous expliquer c'est quoi les prochaines étapes. Pour le faire, c'est quelque chose que vous voulez explorer là, avec nous. Fait que je continue pour les questions. Si des salaires de recherche d'une compagnie ont été comptabilisés en contribution in-kind dans le cadre d'un projet de recherche en collaboration avec un établissement universitaire, est-ce qu'on peut réclamer des RSDE pour ces mêmes salaires? Non. Tout ce qui est in-kind, c'est pas une dépense qui ça sort pas de votre compte chèque. Là. Donc, c'est du temps qui est passé, mais qui n'est pas facturé. Donc, on peut pas venir réclamer de crédit d'impôt. All right. Fait que je cherche des questions. Gardez en tête que ça prend une preuve de paiement. Là. Donc, il faut être capable de donner soit des slips de paye d'un employé ou des factures de sous-traitants, d'achat d'équipement, etc. Donc, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas venir réclamer. Mais ça peut être un très beau projet de collaboration. Ouais. Je suis très curieux d'en entendre plus, ça pour sûr. Merci Julie pour la question. Nous dépensons un montant considérable en Google Cloud Computing. Ces dépenses sont mensuelles en fonction de l'utilisation. On utilise le Cloud Computing pour développer nos modèles et algorithmes. Est-ce qu'on pourrait déduire ces dépenses-là si elles sont liées à nos projets R&D? Je regarderais plus du côté de C3I probablement pour voir qu'est-ce qui est admissible de ce côté-là. Mais en général, des dépenses de logiciels, des choses comme ça, comme Antoine l'a expliqué tout à l'heure, ça va être très difficile à défendre. Mm-hmm. Je continue. Si je travaille avec un CCTT, je donne 20 000 $ comme contribution financière dans le cadre d'une demande de subvention, est-ce que le montant de 20 000 $ que j'ai déboursé est éligible pour la RSDE? La réponse, c'est oui. Fait qu'on va pouvoir faire un cumul sur la subvention plus le RSDE. Le seul élément qui est à valider, c'est est-ce que le CCTT détient la propriété intellectuelle ou est-ce que c'est vous? Si c'est le CCTT qui la détient, là, on ne peut pas déposer une demande pour ça. Mais si c'est vous, bien sûr, ça nous. Comme Anne-Sophie nous disait, je pense qu'ils en réclament aussi de leur côté. Donc, vraiment à définir avant de commencer le projet qui le reprend. Puis souvent, il y a de la négociation contractuelle qu'on peut faire, payer un peu plus cher, moins cher en fonction de qui le prend. Et quand on parle de propriété intellectuelle, c'est vraiment au sens large que ce qu'on est avant le brevet dans cette idée-là. Mais tout ce à qui ça appartient, le produit qui. C'est plutôt quand on parle de propriété intellectuelle, c'est qui mène le projet. Puis également, même un peu dans la même question de Mirko, si dans le cadre de ce projet-là, je fournis du matériel et du temps de personnel, est-ce que leur temps et le matériel peut être admissible au RSDE? Est-ce que c'est personnel ou c'est à travers l'entreprise? Si vous utilisez votre maison ou des objets qui vous appartiennent à vous, c'est pas admissible. Il faut que ça soit à travers l'entreprise. On ne dépose pas une demande RSDE pour l'individu, c'est vraiment pour l'entité morale. Parfait. Mais si ce sont des employés, je suis pas sûr d'avoir tout compris la question, si ce sont des employés en interne, là oui, ça devient parfaitement éligible. Exact. Je continue, ça c'est une grosse question, fait que suivez-moi. Messieurs, quand on a une subvention qui rembourse 50% des dépenses avec un maximum de 75% de contribution gouvernementale pour le projet, est-ce que le crédit RSDE est considéré comme une aide gouvernementale? Oui. Cool, merci. Puis considérant que le crédit est un remboursement par après qui peut être coupé, réduit après la demande, si on diminue notre demande de crédit pour correspondre aux 75% max de la subvention, est-ce que le crédit peut être et que le crédit est partiellement refusé, nous ne pourrons pas revenir en arrière pour ajouter plus de dépenses à la demande. Ouais. En général, on fait de l'inverse. On va regarder le montant total de subvention qui est accepté. Fait que quand on travaille avec les clients, on leur demande de nous envoyer évidemment les états financiers, toutes les conventions qui ont été signées au niveau des aides gouvernementales. On va prendre en compte l'entièreté de la subvention, puis sur le montant restant, fait que le 25%, c'est là qu'on va venir appliquer le crédit RSDE. On ne va pas faire l'inverse justement pour éviter ça. T'sais, vous avez quelque chose de déjà accepté, on ne va pas prendre le risque de jouer là-dessus. Là. Parfait. Si j'ai bien un équipement utilisé en R&D qui a coûté 10 000, dois-je réclamer la totalité des 10 000 la première année ou seulement la portion de l'amortissement, exemple 10 000 sur 10 ans? Ouais, ça va être la portion d'amortissement qui est admissible, puis c'est un pourcentage de l'équipement qui est admissible au crédit d'impôt. Donc, il y a quand même un calcul fiscal à faire là-dessus. C'est pas l'entièreté du 10 000. Et l'utilisation, le temps passé sur la machine. Ouais, vous avez dans certaines entreprises des fichiers Excel qui loguent au quart d'heure le temps passé sur telle ou telle machine, que ce soit pour la réserver ou que ce soit pour l'utilisation dans le cadre d'un projet. Ça, c'est regardé aussi. Il y a Denis qui nous parle de nos coûts, puis ça, vous pourrez compléter là-dessus. Mais c'est quoi nos frais qu'on retient pour le RSDE? Normalement, ça va être à l'évaluation. Fait qu'un petit dossier va être plus léger, puis un gros dossier
dossier va être plus élevé. Fait que je vous dirais qu'il faut qu'on évalue. Je ne peux pas vous donner un prix comme ça en live parce que ça peut être très, très long déposer une demande RSDE. Exact. Il y a des projets qui sont... On rédige les demandes RSDE en termes de projet en général. Il y a des entreprises qui vont avoir un seul projet. Il y en a qui en ont 13. C'est sûr, c'est pas la même charge de travail. Exact. Là, aussi, il y a combien d'années fiscales qu'on va inclure là-dedans? Est-ce qu'on vous aide aussi à vous préparer pour la fin ou on fait juste le prendre à la fin, tout ça? Donc, ces choses-là à prendre en considération. Après ça, il ne faut pas oublier qu'on fait aussi de l'accompagnement en subvention. Fait que normalement, on va essayer de prendre la globalité de ça, donc les subventions, les crédits d'impôt, les prêts, pour être en mesure de bien ficeler vos projets et être sûr qu'on le stack et qu'on l'optimise au maximum. Fait que pour cette raison-là, je ne pourrais pas donner un prix là, ici comme ça à brûle pour point. Est-ce que les équipements usagés peuvent être admissibles au C3I? Question de Magali. Usagés au C3I, non. De mémoire, non. Non, c'est du neuf uniquement. Génial. Ça fait le tour de nos questions. Fait que je vous dirais, si j'ai pas répondu à toutes vos questions ou Antoine et Charles n'ont pas répondu à toutes vos questions, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Puis merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On était beaucoup aujourd'hui, c'est super apprécié. J'espère qu'on a répondu vraiment à toutes vos questions. Bon après-midi. Merci. Merci à tous, au revoir.